La chronique politique de ce grand journal Hémicycle avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous en direct. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et vous vous penchez Alexis cet après-midi sur le dernier sondage IFOP fiducial pour Le Figaro, LCI et Sud Radio paru hier. 600 surprises. La liste RN conduite par Jordan Bardella est toujours largement en tête avec 30% des intentions de vote. À gauche, c'est la liste portée par Raphaël Glucksmann qui domine avec 11% des intentions. Comment expliquez-vous Alexis cette dynamique de cette liste PS Place Publique? Et un décrochage aussi. On va y venir dans un second temps. Si vous voulez. Alors, la dynamique, elle est liée à deux choses à mon avis. La focalisation d'une partie de l'opinion, à tort ou à raison, peu importe. Là, on analyse les motifs dans les imaginaires politiques. La focalisation d'une partie de l'opinion sur la menace russe, on peut dire que Raphaël Glucksmann, avec le talent qui est le sien, mais aussi ses limites, c'est-à-dire son idéologie, on va dire néoconservatrice de gauche, s'il faut mettre des étiquettes, en sont en quelque sorte les meilleurs représentants, les meilleurs émissaires de la perception de cette menace pour les Français qui seraient donc ça imminente. confirme qu'il y a une inquiétude dans une partie de la population. C'est incontestable. Et notamment, effectivement, ça recoupe, si vous voulez, des inquiétudes qu'on va retrouver chez beaucoup de sociodémocrates, de macroniens, d'écologistes, etc., qui sont aujourd'hui persuadés, à tort ou à raison, là je ne discute pas le fond, que, j'allais dire, dans l'échelle de Richter, des adversités géopolitiques, aujourd'hui, le poutinisme surclasserait les islamistes radicaux et les djihadistes, dont on a longtemps pensé, on va dire dans la séquence 2001... Même si ça n'a pas été formulé comme ça, ni par Emmanuel Macron, ni par Raphaël Glucksmann. Non, mais bien sûr, dont on a longtemps pensé dans la séquence 2001 que vous connaissez par cœur, 2001-2022, jusqu'à l'entrée en guerre de Poutine contre l'Ukraine de Zelensky, effectivement, il y avait un quasi-consensus des socialistes au Rassemblement national pour dire, effectivement, ce qui menace prioritairement l'Occident, c'est le pouvoir de déstabilisation des populations civiles, de meurtre, d'assassinat des populations civiles, sur le modèle Hamas 7 octobre, de populations civiles des pays d'Occident, par des groupes terroristes déterminés et animés par un fanatisme idolâtre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, je le constate, qui disent mais non, mais pas du tout, c'est la civilisation russe, grand russe, orthodoxe, eurasiatique et tout, qui à terme nous met vraiment directement en péril. Je ne discute pas le fond, mais c'est évident que le phénomène Glucksmann ne peut pas être dissocié de cela. Et donc, en quelque sorte, Glucksmann, c'est le Donbass avant la Corrèze. C'est pas le Zambèze avant la Corrèze, c'est le Donbass avant la Corrèze. Il y a un public pour ça, qui est tellement post-français, je ne le dis pas du tout en termes de valeur, mais il a les yeux tellement sur l'international qu'effectivement il se dit, bon franchement, les problèmes de pouvoir d'achat, des ploucs de province, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est le Donbass. Donc Glucksmann correspond à cela, primo. Et secundo, il est pris aussi dans un mouvement générationnel, pour le meilleur et pour le pire, où on voit bien qu'il y a la volonté de beaucoup de formations politiques de mettre en avant, en vitrine, leur Bardella. Donc je ne lui fais pas l'offense de le comparer à Jordan Bardella, mais en revanche, il représente pour beaucoup de sociodémocrates orphelins d'une dynamique de victoire, l'espérance, peut-être détrompée le jour venu, je ne suis pas, mais l'espérance d'un renouveau des idées social-démocrates, et il surfe évidemment là-dessus, avec, il faut bien le dire aussi, dans la technostructure d'État, chez les patrons, etc., un frémissement d'intérêt, voire de soutien. Il mord sur l'électorat de Renaissance ? Ah oui, si vous voulez, d'ailleurs, on observe le phénomène dans la frange gauche du macronisme avec un mélange de gourmandise et d'inquiétude, en se disant, le moment venu, on n'est déjà pas très haut, ils peuvent en plus nous bouffer 3-4%. Oui, absolument, je vous le confirme. Alors justement, il y a un autre sondage. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il va faire 14%, mais il y a plutôt en sa faveur une dynamique, et on analysera aussi dans un second temps une troisième raison que je ne préfère pas dévoiler maintenant. Alors il y a un autre sondage qui avait été publié la semaine dernière dans les colonnes de Sud-Ouest, qui le donnait même à 13%, à seulement 5 points de la liste Renaissance conduite par Valérie Ayé. Est-ce qu'il pourrait espérer la rattraper? J'aime pas trop jouer les Madame Soleil en matière de prédiction politique, car souvent on se trompe, mais c'est absolument évident. Là, je vous le confirme qu'il y a chez les macroniens, à Renew, la perception du danger que représente la montée en puissance de cette candidature, dont il est difficile de dire, même si on n'en partage pas tous les attendus, qu'elle est extrémiste, évidemment. Elle se situe quand même dans le champ du centre-gauche. Et donc, potentiellement, c'est un espace interstitiel à l'interface du macronisme historique, celui de Richard Ferrand, de gens comme ça, de Gabriel Attal, ancienne manière, etc., et la social-démocratie. Alors de son côté, la France insoumise perd 2 points dans le sondage IFOP avec 6% d'intention de vote. Quels sont les facteurs qui expliquent, selon vous, Alexis, ce recul? Alors, le premier facteur, c'est que le choix de l'insoumission est de plus en plus perçu dans le contexte de la montée des périls
que nous vivons, à tort ou à raison, mais on a le sentiment d'un Occident de plus en plus assiégé, vous voyez, un Occident euro-américain. Eh bien, le choix de l'insoumission est perçu comme le choix de l'anarchie et de la chienlit. Et donc, ça ne correspond pas aux attentes profondes de l'opinion. Encore une fois, quelles que soient les sensibilités politiques des gens, hein, ça peut être aussi bien un électeur socialiste, écolo, reconquête. Tous les gens veulent de la réassurance et de la protection. Donc, mais aussi le choix de la soumission à Moscou, en tout cas d'une trop grande compréhension. À mon avis, c'est pas prioritaire. À mon avis, c'est pas prioritaire. Car si c'était prioritaire, les arguments de la Macronie contre Bardella porteraient beaucoup plus qu'ils ne portent. Fermons la parenthèse. Donc il y a ça. 2, le déni du réel. Écoutez, quand on entend Manuel Bompard, je n'ai rien contre lui sur un plan personnel, j'essaie d'analyser les faits. Mais dire comment dire, c'est pas la priorité. Il l'a pas dit comme ça, mais de rendre hommage et d'avoir une pensée, au moins un mot pour les otages, notamment français ou franco-israéliens du Hamas, on est éberlué. 2, quand on entend Monsieur Coquerel. Est-ce que vous pensez que ceux qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017 ou en 2022 sont sensibles à cette absence de mots en faveur des otages de la part d'un responsable de LFI? Pas forcément parce qu'ils seraient intéressés comme nous par le conflit israélo-arabe. Bien sûr que non. Mais en revanche, effectivement, pour beaucoup d'entre eux, ils s'inscrivent quand même dans le mouvement des Lumières. Et ils se disent, mais attendez, ce mec-là, il est en train de trahir totalement les Lumières. Et quand on entend Éric Coquerel dire, il n'y a pas de problème de dette en France, là, on est dans un déni du réel qui ne peut être qu'inquiétant, même pour un homme de gauche vraiment convaincu, anticapitaliste. Mais il se dit, mais attendez, mais ces gens-là vivent dans un monde parallèle. Vous voyez, ils vivent dans X-Files. Ils sont où? C'est aussi la fin du vote utile à gauche où tu avais profité, Jean-Luc Mélenchon, en 2022. C'est absolument incontestable. Et c'est les vases communicants, comme il y a la promesse, l'espérance de renouer avec un bloc social-démocrate hégémonique. Vous savez bien qu'en France, aujourd'hui, la social-démocratie, elle s'appuie sur la béquille des écolos. Et donc, si effectivement, vous avez, imaginons à l'arrivée, hein, vous avez 12 plus 6, on dira c'est 18 pour le bloc social-démocrate, c'est mauvais pour Mélenchon. Donc, c'est évident que ça compte. Et il y a un troisième élément. Oui. Nous sommes dans un moment d'instabilisation. D'ailleurs, toutes les études d'opinion, moi, c'est pas les études Cali, vous savez, que font les sondeurs, les Fourquet et compagnie. De quoi témoignent-elles? Les gens passent leur journée, aujourd'hui, et encore une fois, quelle que soit leur sensibilité politique, à sauter d'une peur à l'autre. Est-ce que je suis pas malade? Est-ce que j'ai pas ceci? Est-ce que je me suis pas empoisonné? Est-ce qu'on va pas recevoir des missiles nucléaires sur la tête? Est-ce que le Hamas va pas nous attaquer dans Paris, etc. Toutes ces peurs ne sont pas infondées. Je suis pas en train de dire qu'elles sont infondées. Mais on vit au rythme des peurs successives. À l'évidence, un type qui braille, qui ne se contient pas, qui incarne une posture d'insoumission, mais qui en fait est assimilé par les gens à de la chienlit. Il ne correspond pas aux attentes profondes de l'opinion. Les gens veulent des discours plus maîtrisés, plus sereins. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut mentir aux gens, mais plus sereins. Bref, ils veulent que des candidats potentiels, même aux européennes, prouvent par leur attitude, ça commence par l'attitude verbale, vous savez bien, les gestes, etc., qu'ils ont quelque chose de potentiellement présidentiable. Vous trouvez qu'il y a du présidentiable chez Jean-Luc Mélenchon? Quand on le regarde actuellement, vous trouvez que quand on regarde Madame Obono, Monsieur Coquerel, Monsieur Bompard, on se dit, ah ouais, c'est des gens, on leur fait confiance, on leur donne les clés du magasin, il n'y a aucun problème, on peut dormir tranquille. Bien sûr que non. Vous voyez, ils sont très excités. Et c'est évidemment par contraste que le Rassemblement national, qui a dû faire cette analyse, hein, je n'en ai pas la propriété de cette analyse. Il y a un Jean Bardella très maîtrisé dans sa communication. Évidemment. Et c'est aussi par contraste, on y revient, que nos deux papis flingueurs, François Bayrou et François Hollande, se disent « ça sera notre tour, la France va dans le mur avec Macron, elle va avoir besoin de figures de réassurance » et ils jouent la carte « papy, le super papy ». Vous voyez, donc on est dans un moment de basculement des sensibilités et je crois que les gens de la France insoumise, parce qu'ils sont aussi prisonniers de leur idéologie, ne l'ont profondément pas compris, Steve. Alexis Lacroix, tous les mercredis avec nous sur Radio J dans Le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive qui sera en kiosque dès demain. Merci Alexis. Merci à vous. On peut vous retrouver notamment en vidéo sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi.